Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Business. Tous les jours de 10h à 11h en direct. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le plateau Gilles Raveau. Bonjour Gilles. Bonjour Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Bonjour Denis. Et André Le Scouc-Prietri, président de JEDI, The Joint European Disruptive Initiative. On va parler tech ensemble ce matin. Peut-être commencer avec vous d'ailleurs André pour parler de cette tribune publiée ce matin dans le quotidien L'Opinion, cette tribune de la French Tech qui dit non à la taxe Zuckman, qui ne comprend pas que certains ne comprennent pas que cette taxe abîmerait la compétitivité, l'innovation, et que c'est le meilleur moyen de faire fuir les créateurs de valeur, les start-upers en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on voit quand même une des choses qu'a réussi le président de la République depuis 2017, c'est bien de remettre une certaine dose d'attractivité sur la France. On l'a vu dans les chiffres des investissements, et plus spécifiquement sur tout ce qui aujourd'hui fait le monde d'aujourd'hui. Pas juste l'économie, mais aussi la géopolitique, mais aussi malheureusement la guerre, c'est l'innovation, la recherche. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et effectivement, au moment où on parle de ça, ce que toucherait cette fameuse taxe Zuckman, et je me demande vraiment pourquoi elle est devenue, est-ce que c'est peut-être parce que Zuckman fait aussi économiste américain, enfin, je crois qu'il y a une espèce de fétichisme autour de cette taxe qui fait qu'en fait, seront taxés des gens qui aujourd'hui ont des valeurs potentielles, et c'est vraiment le cas des startups qui sont des jeunes sociétés qui pendant longtemps ne sont pas rentables, mais qui seront obligés en fait soit de financer l'impôt en vendant leur part, voire même quelqu'un a proposé de financer cet impôt en cédant des parts eux-mêmes. Donc en fait, ce que ça montre, c'est l'ignorance quand même, il n'y a pas d'autre mot, crasse sur le mécanisme économique par beaucoup de dirigeants politiques à gauche, mais aussi à droite. C'est ce qu'on a vu avec Éric Coquerel, président de la commission des finances, quand même, ici sur l'antenne de BFM Business. C'était avec Edwige Chevrillon qui avait du mal à saisir la différence entre chiffre d'affaires, bénéfices, valorisation de l'entreprise et versement de dividendes. Effectivement, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Gilles, cette taxe Zuckman, est-ce qu'elle est dangereuse pour l'innovation selon vous ? Moi, je voudrais rappeler d'où on vient et où on est. Oui. En 2017, quand Emmanuel Macron est élu pour la première fois, les dépenses publiques représentent 57% du PIB de la France. En 2025, les dépenses publiques représentent 57% du PIB de la France. La différence entre ces deux dates, c'est les recettes. En 2017, les recettes publiques représentent 54% du PIB. Et donc, on a un déficit de 3%. Et en 2025, comme on a toujours des dépenses à 57% du PIB, et que les recettes ne représentent plus que 51% du PIB, on a 6% de déficit. Le déficit a été multiplié par 2. Et si on veut stabiliser le ratio d'endettement dette publique sur PIB, il faut revenir à un déficit de 3. Alors, où est-ce qu'on augmente les impôts ? Parce que ma question portait sur la taxe Zuckman. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que c'est important quand même, parce que là, tout ça, c'est des propositions. Je voudrais juste rappeler les faits pour que les gens qui nous écoutent sachent où en est leur pays. En plus, les chiffres sont ronds, donc c'est facile. Le PIB de la France, c'est 3 000 milliards. Donc, un point de PIB, c'est 30 milliards. Voilà. Donc, diviser le déficit par 2, c'est trouver 90 milliards. Pour simplifier la discussion, on peut dire le dérapage budgétaire annuel de la France, qui m'inquiète énormément, c'est 100 milliards. Voilà. Je voudrais juste que les gens aient cet ordre de grandeur en tête. Si on veut simplement, dans les chiffres qu'on a de perspective de taux d'intérêt et d'inflation qu'on connaît, si on veut stabiliser le ratio d'endettement public, il faut chaque année que le solde budgétaire de l'État, d'une façon ou d'une autre, s'améliore de 100 milliards. Et donc, ça me paraît assez logique de dire qu'il va falloir jouer sur les recettes et sur les dépenses. Milliards, oui. Mais sur la taxe Zuckman, là c'était une image globale des finances publiques et on va y revenir avec Denis Ferrand. Mais sur la taxe Zuckman, qui peut rapporter 20 milliards d'euros, est-ce que cette taxe est plutôt favorable ou pas à la croissance et l'économie française? Je ne développerai pas parce que j'ai beaucoup trop écrit sur cette taxe qui m'a déjà pris beaucoup trop de temps. Et les gens peuvent me lire gratuitement sur Twitter. Simplement, ce que je peux dire, il y a une tribune de très bons économistes dans le monde
je voudrais juste dire, qui explique certains favorables à cette taxe, certains défavorables à cette taxe. Parmi les signataires, on a vraiment des très jeunes et très brillants économistes français, dont le lauréat du prix du monde du meilleur jeune économiste l'année dernière. Ils disent, à supposer que la taxe soit mise en place, à supposer qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale, le rendement, de toute façon, c'est 5 milliards. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Donc on est très loin des 15 à 20 milliards estimés par Gabriel Zucman. C'est ça. Bon, avec un risque sur l'innovation ou pas? Moi, c'est quand même ça qui m'intéresse énormément. Est-ce que ça abîme le potentiel de croissance, la compétitivité et de l'employabilité de ce pays? Cette taxe est évidemment une mauvaise idée. Encore une fois, non, mais c'est pas évident. Elle est quand même au cœur du débat, du programme, du contre-budget du Parti socialiste. Oui, mais alors là, c'est une longue discussion, mais on a une bulle. On a 1 heure, Gilles, on a 1 heure. Ouais. Après, je passe à différent. D'accord, mais il y a beaucoup de gens qui vont très mal dans ce pays, et je pense qu'ils ont besoin qu'on leur explique un peu ce qui les attend. Il y a une bulle médiatico-politique qui intéresse peut-être 1% de la population française. Les gens qui vivent et qui travaillent dans ce pays n'ont rien à faire de la taxe Zucman. Je vais vous donner simplement un chiffre. De 2022 à 2024, si on utilise l'indice des prix de l'INSEE, l'indice des prix à la consommation, il y a une inflation cumulée de 12%. Les salaires ont augmenté de 10%. Aujourd'hui, dans le pays, en moyenne, les gens qui travaillent ont subi, ces 3 dernières années, une chute de leur salaire réel après inflation de 2,3%. Alors, il me semble que l'INSEE a indiqué quand même dans sa dernière note de conjoncture que le pouvoir d'achat avait récupéré la crise inflationniste. Parce que là, vous parlez de l'ensemble des revenus, y compris les revenus financiers, y compris les loyers. Ça fait partie, là, je vous parle des revenus des gens ordinaires qui travaillent et dont le seul revenu, c'est le salaire. Denis Ferrand, je veux qu'on parle de cette colère des patrons du MEDEF. Le Rexecode est un institut économique de prévision reconnu, plutôt proche du patronat. Qu'est-ce que vous entendez, vous, de votre côté patron, avec ces discussions qui s'ouvrent entre Matignon et le Parti socialiste et cette potentielle hausse de 30 milliards d'euros d'impôts qui fait partie du contre-budget du PS? Oui, le premier élément qui remonte, c'est la crainte forte d'être les victimes expiatoires des arbitrages qui se feront. On commence à voir l'idée que la surtaxe exceptionnelle, comme d'habitude, on sait que ce qui est exceptionnel en France a tendance à se pérenniser. Oui. Cette surtaxe exceptionnelle qui pourrait être prolongée, enfin, la foire aux bonnes idées commence à se faire. Oui. Et c'est vraiment cette inquiétude sourde qu'il y a à voir le bouc émissaire se retrouver dans le monde de l'entreprise. Tout le débat autour des aides ou des compensations des entreprises a créé un peu un terreau qui laisse à penser qu'il y aura des prélèvements. Donc cette inquiétude, elle est très forte parce qu'il y a un feu roulant. C'est un peu la même chose que pour la taxe Zucman, d'une certaine manière. On voit bien que c'est une répétition à satiété de ce mantra taxe Zucman qui petit à petit vient l'installer dans le débat. C'est un peu faire de la tactique du carpet bombing. Hein. Oui. Vraiment. C'est le combat gramscien, c'est-à-dire c'est l'hégémonie culturelle. On explique qu'il n'y a pas de justice fiscale dans ce pays. Et c'est la même chose sur les aides aux entreprises. Et donc il y a aussi à reconstruire tout un discours, et donc après on arrive avec nos chiffres, avec nos regards d'experts. C'est compliqué. C'est ça qui m'intéresse dans cette émission, c'est de ramener la perception au réel. Est-ce que on vit dans un pays sans justice fiscale? Est-ce qu'il y a de l'injustice fiscale dans ce pays? André Le Scrut-Pietri. Il y avait un graphique qui était montré par Le Monde qui montrait en fait la différence, l'explosion du patrimoine. L'explosion, la progression du patrimoine entre, on va dire, les gens qui ont des revenus uniquement salariaux et les 10% les plus fortunés. Oui. Et en fait, comme c'était présenté, et alors là, on est vraiment dans la technique, de manière purement linéaire, effectivement, en absolu, ceux qui partent d'un niveau élevé, effectivement, si ça fait plus 5%, en absolu, c'est beaucoup plus que ceux qui ont un revenu beaucoup plus faible. Et on avait l'impression que les lignes explosaient. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement insincère, parce que ce qu'il faut présenter, vous demandez la technique, il faut présenter ça de manière logarithmique pour voir la proportion. Et on voyait que là, les proportions, elles étaient quasiment équivalentes. C'est-à-dire que la proportion des patrimoines ont augmenté à peu près de manière équivalente entre les 10% les plus riches et ceux qui sont dans la classe moyenne. Donc, la manière de présenter
la technicité avec laquelle on présente est extrêmement politisée en fait. Oui. Et c'est là où il faut absolument revenir sur un débat qui est beaucoup plus serein. Mais si la base, c'est qu'on a des députés qui ne savent pas faire la différence entre des stocks et des flux, oui. Qui ne savent pas la différence entre le PIB et les rentrées, les patrimoines, enfin eh bien, on a un problème absolument majeur. Donc, on revient évidemment au sujet d'éducation, qui est absolument fondamental dans ce sujet. Donc, voilà peut-être un beau projet pour la ministre démissionnaire, Madame Borne. Gilles Raveau, est-ce qu'on vit dans un pays injuste fiscalement ? Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est vraiment le président de la République qui a mis cette question au cœur de son action. Quelle fut la première mesure d'Emmanuel Macron en 2017 ? Qui lui a valu d'être taxé de président des riches, avec la demi-suppression de l'ISF. Encore une fois, là, franchement, l'heure est grave, donc ça, j'ai pas trop envie de faire des blagounettes. C'est pas des blagounettes. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Son premier geste, voilà. On connaît, les gens qui ont nos âges, on connaît l'histoire de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui est l'héritier de l'impôt sur les grandes fortunes. Oui. C'est une mesure éminemment politique. Quand il fait ça, il ne prend pas une mesure tant économique, puisque l'impôt, l'ISF, porte sur les particuliers. Or, la grande question économique, depuis Adam Smith, c'est la production. Et ça, Emmanuel Macron, en 2017, l'avait très bien compris. Il disait « notre économie n'est pas compétitive ». Il avait raison. Et donc, sa solution, qu'il n'a pas réellement mise en œuvre, c'était la nation des jeunes pousses, ou, dans la langue de David Beckham, la Startup Nation. Sauf que cette Startup Nation, elle aurait nécessité deux choses. Une réforme profonde de l'État, avec la suppression du statut de la fonction publique, à laquelle je suis favorable. C'était la mission Cap 22 qui n'a pas abouti, oui. Exactement. Et des investissements massifs dans la recherche. C'est pour ça qu'il a diminué les prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Europe ? Il y a un boom économique en Europe. Je vous ai apporté une petite feuille de chou trotskiste qui s'appelle le Figaro Économie. Pour ceux qui n'ont pas l'image, effectivement, c'est la une du cahier saumon du Figaro. Et donc, je vous laisse lire, Raphaël, le titre. L'Europe de l'Est, Eldorado de l'automobile. Voilà. Il y a un boom économique en Europe. Le PIB par habitant de la Pologne sera, dans quelques années, égal au nôtre. La République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie connaissent des taux de croissance très importants. La difficulté pour la France, et c'est à cette difficulté qu'Emmanuel Macron a essayé de répondre, c'est qu'en Hongrie, les salaires sont les tiers des nôtres. Donc les patrons français, même si évidemment les patrons français sont les plus intelligents du monde, même si les travailleurs français sont les plus intelligents du monde, qu'est-ce que c'est que produire ? Produire, c'est combiner du travail et du capital. Les machines, ce sont les Chinois qui les amènent. Donc les machines, elles sont les mêmes. Les travailleurs sont les mêmes. On peut même penser, vu l'effondrement de notre système éducatif, qu'aujourd'hui, en Pologne, le travailleur moyen a peut-être même de meilleures compétences cognitives que le travailleur français. Oui, c'est possible. On l'a vu avec les élèves ukrainiens aussi qui arrivaient en France avec un niveau supérieur. Donc, je pose cette question très simple. Comment voulez-vous que notre économie simplement ne s'effondre pas à partir du moment où nous vivons dans la zone la plus concurrentielle du monde, qui s'appelle l'Union européenne, et que nous avons face à nous des pays qui ont les mêmes machines que nous, chinoises, qui ont une main-d'œuvre meilleure que la nôtre, au tiers de la nôtre, et pays qui sont bénéficiaires nets de l'Union européenne, puisqu'ils sont plus pauvres que nous. Donc, ce que vous proposez, alors que nous sommes de fermer les frontières contributeurs nets. Je pose cette question et j'aimerais bien que cette question ait plus d'importance dans le débat public, la question de la production. Quel avenir pour le système productif français dans l'Union européenne ? Peut-être détenir des entreprises, y compris des lignes de production en Hongrie. Denis Ferrand. Oui, c'est justement un point qui est très important et qui est souvent sous-estimé. C'est-à-dire qu'en économie, c'est comme toujours, on le sait depuis Frédéric Bastiat, en économie, il y a ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas. Oui. Alors, ceux qui se voient, par exemple, c'est l'exil fiscal, dont le CAE nous dit, au travers le Conseil d'analyse économique, nous a dit dans son étude récente que ça n'était pas un phénomène aussi important que cela. Quasiment pas. Et en fait, on avait fait un travail à Rexecode qui corrobore plutôt ce que disait le CAE, ça remonte à 2015. Et ça, l'exil fiscal, on peut arriver à le tracer, à le repérer. Ce qui ne se voit pas, c'est l'entrepreneuriat, qui ne se fait pas sur le territoire. Et nous avions essayé d'estimer ce que
en prenant des hypothèses de comportement, en regardant les mouvements de population, la catégorisation de la population qui était partie, on avait essayé de quantifier ce que représentait l'opportunité, le potentiel de croissance que vous avez évoqué tout à l'heure, Raphaël, l'opportunité de création de richesse, l'opportunité de création de production associée au départ des entrepreneurs qui étaient intervenus pendant 30 ans de mise en place d'IGF, impôt sur les grandes fortunes, puis d'ISF. Et on arrivait en cumul, ça faisait 0,06% de PIB chaque année, mais en cumul, voilà, c'est la loi des grands nombres, enfin la loi des intérêts composés, d'une certaine manière. En cumul, on arrivait à 45 milliards d'euros de PIB perdu. C'était en 2016 que l'on avait fait cette étude. 45 milliards, le taux de prélèvement obligatoire, pas le taux de recette de l'État. Le taux de prélèvement obligatoire, il est de 43%. Faites 43% multiplié par 45. Vous arrivez à combien ? À 20 milliards. 20 milliards, le rendement espéré de la taxe Zuckman, c'est 20 milliards. En réalité, on essaye de courir après une perte de recettes fondamentales que l'on a connue parce qu'il y a eu des opportunités qui ne se sont pas créées sur notre territoire. L'entrepreneuriat s'est bien révélé, mais pas forcément sur notre territoire, et il n'a pas généré les emplois que l'on aurait pu attendre. Et oui, et puis je vais rajouter 2 points à ce que vous dites, ce qui est tout à fait correct, à la fois sur l'aspect recettes et dépenses. Sur l'aspect recettes, moi j'ai assisté il y a à peu près 6 mois, il y avait un Mario Draghi, vous savez, l'auteur de ce fameux rapport sur la compétitivité dont 10%, on vient de sortir quelque chose, a été mis en place depuis 1 an. Donc un échec total des dirigeants européens, mais aussi des dirigeants des États membres, à mettre en place ce rapport qui était censé être existentiel pour la compétitivité européenne. Il y a un peu d'inertie au niveau européen. Et où il appelait les grands patrons à finalement se manifester en disant « moi j'ai épuisé mon capital politique, maintenant c'est à vous de… » Et les patrons lui répondaient « mais le problème c'est qu'on a des entreprises mondiales, et donc on ne peut pas se permettre de jouer purement la carte de l'Europe, donc ce qu'on va faire, c'est on va marcher avec nos pieds. » Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans la pharmaceutique, c'était impressionnant. On parlait de 30-40 milliards d'euros d'investissement qui seraient détournés dans les 2-3 années. Non pas vers la France et l'Europe, mais vers l'extérieur. Oui, notamment vers les États-Unis. Donc ça, c'est la recette. Y compris la chimie, y compris les ciments. La même chose sur l'automobile. Aujourd'hui, l'automobile investit massivement, mais effectivement, soit en Europe de l'Est, voire aujourd'hui aux États-Unis, là où Trump est en train de réussir son pari en partie de réindustrialisation. Ça, c'est la partie recette. Et sur l'aspect dépenses, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la fameuse Startup Nation, elle était parfaite dans l'affichage, mais en fait, le logiciel des gens qui sont au pouvoir depuis 2017 reste foncièrement centralisateur et étatique. Je prends l'exemple de France 2030. On aurait dû libérer les énergies. Ce qu'on a fait, c'est que pour compenser la quantité massive de cotisations, on a arrosé, on a saupoudré 54 milliards d'euros en 3 ans et demi sur France 2030 qui va... faire plein d'heureux, 7500 projets, mais absolument aucune innovation de rupture n'en est aujourd'hui sortie. Mistral n'a pas bénéficié de France 2030. Tout ce qui marche aujourd'hui, c'est pas France 2030. J'ai été effrayé d'entendre un ancien ministre du budget, il y a quelques temps, me dire qu'on n'avait aucune idée de ce qu'avaient donné les 50 milliards du plan d'investissement Pisani, souvenez-vous, en 2017. 50 milliards d'euros d'investissement et aucun suivi derrière. Le seul critère aujourd'hui de la parole politique, c'est le nombre de milliards qu'on annonce, le suivi et l'impact. Tout le monde s'en désintéresse. Denis Ferrand. Oui, un mot sur l'investissement qui est quand même assez fondamental. On est quand même vraiment dans une période d'attractivité extrêmement forte. Les politiques d'attractivité se généralisent. Évidemment, l'exemple caricatural, c'est Trump. Trump, c'est une politique d'attractivité en tordant le bras à tout le monde. Et on voit bien, dans les deals qui sont passés, il y a un volet investissement qui est énorme. Mais c'est même pas la peine d'aller aux États-Unis. Il suffit de passer le Rhin. Regardez ce que font les Allemands. On a devant nous un risque de décrochage 2.0 vis-à-vis des Allemands, pas par le coût du travail, comme cela avait été le cas au début des années 2000. Les Allemands sont même passés devant les Français. Ils sont passés devant, mais on va avoir un décrochage par l'intermédiaire d'une politique de formation du capital. Les Allemands, depuis le 1er juillet, ont mis en place une politique de suramortissement des investissements. 30% des investissements d'équipement que vous effectuez viennent réduire votre base d'imposition dès lors que vous avez réalisé cet investissement. Et à partir de début 2028, cette mesure de suramortissement sera enlevée, mais sera remplacée par une baisse du taux de l'impôt sur les sociétés. Alors qu'en France, comment ça se passe ? On a parlé de mesures de suramortissement il y a 10 ans déjà. En France, alors je ne serai peut-être pas aussi critique que vous sur France 2030. Je ne
sais pas exactement le rendement, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que dans le programme qui avait été annoncé dans les 44 milliards de réduction de dépenses, il y avait notamment le passage de 5 à 3 milliards de décaissement pour l'année 2026. Oui. Et donc, on est plutôt à front renversé, alors que les autres déploient des politiques d'attractivité extrêmement fortes. Les Britanniques également, très important, les Britanniques avaient beaucoup de retard. Nous, eh bien, on va plutôt dans le sens inverse d'une restriction de l'investissement. Donc on est un peu à contre-courant de l'Europe, là, si je vous tout à fait. Denis Ferrand, vous êtes d'accord, Gilles Raveau, avec ça? Par rapport à ce qui a été dit, et bon, c'est quelque chose qu'on demande depuis toujours, nous les économistes, c'est vrai que ce qui est très fatigant, c'est effectivement, et je vais dire quelque chose qui est gênant, mais qui est vrai, c'est la stupidité et la prétention de nos hommes politiques et de nos femmes politiques de tout parti. Ça fait, depuis que je suis étudiant en économie, qu'on demande simplement que chaque fois qu'une loi soit votée, une procédure d'évaluation soit mise en place. Eh oui. Ce qui représenterait peut-être un millième des sommes engagées. Nous, on n'est pas cher, les chercheurs français, on est très bons. L'informatique, ça existe depuis quelques décennies, on a toutes les données. Vous avez des gens à l'INSEE, vous avez des gens qui sont absolument remarquables. Ça a été fait de façon exceptionnelle pour le CICE. Pour le CICE, il y a eu un comité de suivi. Parce que les sommes étaient tellement dingues qu'ils se sont dit, on va quand même... Bon. Malheureusement, les résultats n'étaient pas exactement à la hauteur des attentes. Mais c'est complètement fou que dans notre monde de la donnée, que les citoyennes et les citoyens n'aient pas, sur le site de l'Assemblée nationale, en face de chaque loi, simplement ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur ce que ça a donné. Et moi, j'ai rencontré des élus, je leur explique ça depuis des années. Ils ne comprennent même pas la question. On est dans la toute-puissance. Ouais, je suis député, je vote, etc. C'est pas ton argent, mon ami. Il y a quand même beaucoup de rapports d'information, de missions d'information côté parlementaire. Vous avez les rapports de la Cour des comptes. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le Congress Budgetary Office, le CBO, qui systématiquement, de façon non partisane, comme ils disent, outre-Atlantique, évalue très sérieusement. Et c'est tellement bien évalué que vous avez tout un tas de thèses en France qui sont faites sur données américaines. Essayez d'avoir des données précises. Par exemple, là, je suis sûr que les données ne sont pas disponibles. Parce que anonymat, nanana. Bon courage. On ne sait pas, nous, les meilleurs experts, je ne parle pas de moi parce que moi je suis un petit glandeur à côté, mais par rapport à mes collègues qui sont des spécialistes de la donnée, qui sont extrêmement sérieux, on ne sait pas ce qui se passe en France parce qu'il y a un énorme problème d'accès à la statistique publique et à ce qui est fait avec l'argent public. Est-ce que vous nous dites là que c'est la CNIL qui bloque et qui empêche de faire de... c'est toute la culture française. Pardon, je sais que ça a été beaucoup critiqué, mais Fabien Gay, quand il fait les auditions sur les aides aux entreprises, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, directeur il y a des dizaines de gens qui nous disent on ne sait pas où va l'argent, c'est quand même délirant. Je veux juste rajouter très rapidement l'échec de l'Allemagne. Il faut bien s'arrêter sur l'échec de l'Allemagne. Le PIB allemand depuis 5 ans n'a pas progressé. L'Allemagne, comparons l'Allemagne à la France. Ouais, mais le modèle a été totalement bouleversé avec l'invasion. Qu'est-ce qui se passe l'Allemagne ? En 2000, il y a un chancelier social-démocrate de droite qui s'appelle Gerhard Schröder qui met en place une réforme thatchérienne du modèle social allemand. Très forte baisse. Les réformes Hartz, du nom du directeur des ressources humaines de Volkswagen. Il y a 4 lois. Il diminue fortement les allocations chômage. Il crée des emplois extrêmement précaires. L'Allemagne, pour des raisons évidentes, délocalise ses sous-traitants, notamment dans l'automobile, en Europe centrale et orientale. L'Allemagne a une capacité industrielle dont nous n'avons jamais disposé. Donc, 3 avantages comparatifs par rapport à la France. D'accord ? La qualification... Avec le débouché chinois et l'énergie russe qui nous coûtait... D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la concurrence au sein de l'Union européenne, l'Allemagne avait 3 avantages énormes que nous n'avons jamais eus. Même l'Allemagne, aujourd'hui, ce modèle-là, il a échoué. Oui. Donc comment est-ce que la France peut faire ? Une réponse ? On va passer à la pub. Oui, l'échec de l'Allemagne, quand même, il y a quand même 15 points de PIB par habitant en plus en Allemagne par rapport à la France. Ça a marché. Et en fait, des finances publiques un peu mieux tenues. Voilà, la profondeur de sa demande interne qui fait défaut. Mais justement, ce que je trouve aussi spectaculaire, c'est la capacité à se réinventer. Parce qu'effectivement, il y a encore un an, vous regardiez les enquêtes, non pas de climat des affaires, mais les enquêtes sur la perception que les industriels allemands avaient de leur compétitivité. Oui. Ils étaient complètement à la ramasse. Mais vraiment, c'était impressionnant. Et là, en fait, parce qu'il n'y a pas d'économie allemande sans économie industrielle compétitive, eh bien, ils sont en train de faire leur aggiornamento. Et puis peut-être un élan politique qu'on n'a pas en France aussi. C'est-à-dire que la nouvelle coalition débarrassée des libéraux
Et en comprenant bien que tout se joue sur l'investissement, la capacité à produire à nouveau et à produire de façon moderne pour aller conquérir des marchés. D'ailleurs, c'est assez caractéristique. Les Allemands ont deux fers au feu en ce moment. Ils ont ce fameux fonds d'investissement extra-budgétaire de 500 milliards, mais qui n'est pas encore complètement pour les infrastructures, garanti. Plus encore 4 à 500 milliards sur l'armement. Il y a 2 mois et demi, il y avait une espèce de Choose Allemagne. Et d'ailleurs, il faisait référence à Choose France. Et là, ce n'était pas les étrangers qu'on attirait parce que ça crée aussi beaucoup de sujets. Enfin, moi, je trouve que quand on parle de Choose France, on est complètement dans la schizophrénie. D'un côté, on parle souveraineté, et de l'autre côté, on adore quand le Qatar et la Chine possèdent nos usines. Non, là, c'était les patrons allemands, la Deutsche Bank, Volkswagen, Siemens, qui annonçaient plus de 100 milliards d'euros d'investissement. Enfin, c'était massif par rapport à ce qu'on voit. Attention au lendemain qui déchante dans l'autre sens. L'Allemagne risque de rebondir sérieusement quand nous, ça devient de plus en plus compliqué.